Bonjour madame, bonjour monsieur. Mon nom est Yves-François Blanchet. J'ai eu la chance, le 8 décembre 2008, d'être choisi par les gens de la circonscription de Drummond à titre de député à l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur pour moi de représenter ces gens d'un comté qui est situé en plein cœur du Québec, en plein cœur de la vallée du Saint-Laurent, du côté sud du fleuve, et qui contient les municipalités de Saint-Edmond-de-Grande-Tame, dont je suis originaire, toute petite municipalité, Saint-Germain-de-Grande-Tame, où j'ai étudié au primaire, Drummondville, qui est évidemment le cœur urbain de cette circonscription, Saint-Eugène-de-Grande-Tame, Saint-Majoric et aussi Saint-Nicéphore, qui a été fusionné à Drummondville. Les gens m'ont fait cet honneur et j'en suis d'autant plus flatté qu'après d'assez nombreuses années dans le milieu de la culture et quelques années dans le milieu de l'écologie, j'ai choisi de tenter l'aventure de l'activité politique parce que certains sujets, certaines causes me tenaient particulièrement à cœur. Parmi celles-ci, bien sûr, celle de la diversité écologique, celle de la diversité culturelle, celle de l'égalité des chances qui doit être offerte à chacun et chacune de nos concitoyennes et concitoyens, et bien sûr, comme outil de tout ça, au cœur de tout ça, le beau projet de souveraineté du Québec. Alors que vous voyez ce vidéo sur Internet, que vous soyez en train de visiter l'Assemblée nationale ou sur quelque autre endroit où il vous sera offert, je vous invite à visiter ces deux lieux où j'ai la chance maintenant d'œuvrer, soit l'Assemblée nationale du Québec, votre maison, et la circonscription de Drummond, fort joli comté, en plein cœur de notre futur pays. Merci. Je pense que chaque nouvel arrivant, la première chose, s'il ne parle pas français, il veut apprendre le français. Il est très motivé, mais c'est vraiment en francisation où il a toujours des améliorations intéressantes actuellement. Par contre, pensez-vous que les non-francophones sont comme une catégorie qui pourrait être menaçante pour l'avenir du Québec? On veut le savoir. Pourquoi? Parce que ça nous dit où en est la société dans laquelle nous et vous vivons. C'est un indicateur. Si vous me dites, et j'assume, et d'ailleurs, je pense que vous êtes probablement un des principaux vecteurs de francisation, j'assume que si les gens qui choisissent de vivre au Québec et qui sont accueillis au Québec ont des relations avec les institutions en français comme vous et moi présentement, travaillent en français, vont à l'école en français, ils sont francophones. Et les définitions, il y en a qui disent non, francophone, c'est quelqu'un qui est capable de parler français. Puis il y en a qui disent non, c'est quelqu'un qui parle français à la maison. Moi, je n'ai pas d'intérêt à intervenir sur la langue que quelqu'un utilise à la maison. J'ai un intérêt à le savoir, parce que c'est une mesure d'où en est la société. Et ça se limite à ça. Comme société, et vous êtes l'exemple que ça peut fonctionner, qu'il y a des gens qui le souhaitent, on veut que la langue d'usage commun soit le français. Et évidemment, éventuellement, vous devenez comme une espèce de sujet abstrait dans un débat où vous devriez être davantage partie prenante, et ça, j'en suis tout à fait conscient, lorsqu'on évalue, si tu as assez, si tu pas assez, est-ce qu'on en veut plus, est-ce qu'on en veut moins. C'est comme si c'était strictement une donnée quantifiable. L'immigration, que ce soit 45 000, 50 000 ou 41 239, c'est 41 239 fois un être humain. Et ça, je pense qu'on ne se le dit pas assez. Je ne le dis pas non plus par flatterie ni par gentillesse. Je pense qu'en aucun cas, l'État québécois, ou nous, comme parti politique, devons renoncer à nos responsabilités sous prétexte de plaire. Mais si quelqu'un interprétait mes propos comme une hésitation par rapport à notre volonté d'accueil, ce serait une très, très, très mauvaise lecture. Mais évidemment, je ne peux pas demander à tout le monde de me connaître personnellement. Je nous ramène à autre chose, parce que on me l'a dit à plusieurs reprises dans les derniers jours, et ça, c'est le commentaire que j'ai le mieux reçu. L'intégration, ce n'est pas que la langue. L'intégration économique, c'est quelque chose, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup parlé d'immigration économique. Ce que j'ai dit à d'autres reprises, mais vous ne l'avez sûrement pas entendu, je pense que l'immigration a des vertus irremplaçables. Je ne crois pas que l'immigration soit à elle seule la solution à nos problèmes de main-d'œuvre. Je ne crois pas que l'immigration soit à elle seule la solution à nos problèmes démographiques.
Je ne crois pas que l'immigration soit à elle seule la principale source d'enrichissement culturel et je ne crois pas que l'immigration soit à elle seule la solution aux problèmes humanitaires. Mais je suis convaincu qu'elle est un morceau significatif des solutions à chacun de ces enjeux. Mais on a beaucoup parlé d'immigration économique comme si les milieux économiques ne le voulaient pas, il n'y en aurait que beaucoup moins. Or, ce n'est pas la seule raison. Et j'ai l'impression, et c'est ma question, est-ce que encore là qu'un ensemble d'organismes doivent toucher un ensemble de clientèles différentes, mais est-ce que ce qu'on appelle l'immigration économique, un peu triée sur le volet en fonction des besoins des industriels, est-ce que ce n'est pas autre chose que votre clientèle? Est-ce que votre clientèle n'est pas d'une autre source? Ou est-ce qu'au contraire, justement, quelqu'un qui est issu de l'immigration économique peut quand même se retrouver à avoir recours aux services d'organismes communautaires parce qu'il a besoin de cette aide pour réussir ou compléter son intégration? Il y a beaucoup de personnes qui sont francophones, qui sont qualifiées, qui ont une expérience de travail valorisante dans leur pays d'origine, le mien et la Colombie, et qui migrent, pas juste pour trouver l'emploi, mais parce que, pour comprendre, c'est quoi comme les nouveaux repères culturels de la société dans laquelle ils vont atterrir. Vous ne pensez pas qu'il faut que l'État doit mettre plus d'argent dans l'intégration? Et pourrait très facilement d'accueillir 100 000, 55 000 personnes? Le chiffre est fonction de la ressource, qualitative comme quantitative. Je vous donne un exemple. Lorsque je me suis présenté comme candidat dans ma circonscription, j'ai rencontré un groupe de Colombiens, il y a environ 1000 Colombiens à Drummondville, dans la région. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'est des ressources de francisation. Dans leur cas, c'était la francisation. Il me semble que ce soit un enjeu à Drummondville. Il en manquait. Il y a à Drummondville plusieurs immigrants d'origine africaine, déjà francophones, n'ont pas besoin d'être francisés, ils parlent français. Pour pouvoir être embauchés par un employeur qui est déjà intéressé à leur service, il faut qu'ils fassent un cours de francisation, même s'ils parlent déjà français. Mais le cours de francisation en question n'est pas disponible, manque de ressources à Drummondville. Ce n'est pas un problème quantitatif, c'est un problème d'organisation des ressources. Ce que nous avons représenté, c'est que ce soit au niveau de l'organisation des ressources ou de la quantité des ressources, à défaut d'un diagnostic clair quant à l'usage qui en est fait, mettre un chiffre sur l'immigration est un exercice purement politique dans ce qu'elle n'a peut-être pas de plus noble. On colle un chiffre. Le parti au pouvoir dit 50 000. Puis là, le parti de la Coalition pour l'avenir du Québec, qui n'est pas un parti, qui est peut-être un parti, on verra si c'est un parti, dit 45 000. Et là, mon collègue de Deux-Montagnes dit 40 000. Moi, j'ai tenté, je me suis dit peut-être 43 827, c'était beau, mais ça aurait été aussi arbitraire que tous les autres chiffres, parce que le point essentiel de notre argumentaire, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a comme ressources. Et l'autre point qu'on dit, c'est l'observation qualitative et quantitative, en particulier sur le terrain à Montréal, mais c'est vrai aussi en région, c'est que l'intégration, vous le dites aussi, n'est pas réussie. Donc, est-ce que c'est de l'hérésie ou est-ce que ça ne tient pas un peu la route de dire que le nombre d'immigrants que nous devrions recevoir, avec toute l'ouverture d'esprit dont nous sommes capables, devrait être conditionnel à l'organisation des ressources pour en réussir l'intégration? Combien d'immigrants, de nouveaux arrivants, il faudra chaque année? On sait que les mesures existantes présentement ne marchent pas. On sait qu'on veut avoir des mesures incitatives. On va avoir une majorité d'immigrants avec une maîtrise fonctionnelle du français. Les cours de français par la suite ne sont pas obligatoires. Les gens qui arrivent ne sont pas rencontrés. Le résultat étant qu'il n'y a pas d'intégration des immigrants, encore moins intégration harmonieuse des immigrants. Faisons le constat de ce que les ressources actuelles nous permettent d'accueillir. Et après qu'on a fait ce constat-là, qu'on a établi le point d'équilibre, et je ne sais pas c'est quoi le chiffre, si on met plus de ressources, on accueillera davantage d'immigrants.
Puis si on ne met pas plus de ressources, il faudra diminuer le nombre d'immigrants qu'on accueille. Le Québec doit demeurer une société d'accueil extrêmement ouverte, mais jamais au prix de sa propre langue, jamais en mettant en péril ses institutions et ses valeurs fondamentales. Monsieur Blanchet, bon, ce qu'on apprend ou ce qui s'est confirmé essentiellement, c'est que le fait que les francophones ne seront plus une majorité éventuellement. Ce qui est dû à le croissement du nombre d'allophones, des gens qui parlent une tierce langue à la maison et l'anglais aussi. Comment faites-vous pour faire une adéquation directe entre cet état de fait, puisqu'il y a des immigrants allophones qui ne parlent ni français ni anglais, qui vont grossir ce nombre et l'anglisation de Montréal? Il n'y a pas une corrélation directe. Ces gens peuvent très bien parler espagnol à la maison et français au travail, dans la rue, ou... Si les gens étudient en français, si les gens travaillent en français, si les gens utilisent le français dans leur échange avec les institutions, éventuellement, à cette même génération ou à la suivante, il va y avoir adoption de la langue française comme principale langue d'usage. Et ça, la langue d'usage à la maison en est l'indicateur. Mais il n'existe pas de statistiques qui nous disent précisément quelle est la langue dans la relation avec les institutions. Donc, à ce moment-là, on est obligé de se baser sur d'autres indicateurs, et les indicateurs qu'on a fondamentalement, c'est les transferts linguistiques. Or, les transferts linguistiques disent que malgré une progression, c'est un immigrant sur deux parmi ceux qui en font. Donc, on est encore dans la minorité, parce qu'il y en a à peu près entre le tiers et 40% qui ne font pas de transferts linguistiques. Et il y a encore 20% des foyers montréalais qui échangent entre eux au foyer, ni en français, ni en anglais. Donc, ce transfert linguistique-là de 51% reste la part minoritaire de ce qui se produit. On ne peut pas se contenter de ça et supposer que Montréal va se franciser davantage. Et ce que je pourrais vous dire, si vous me permettez une analogie, on peut bien commencer la troisième période d'un match de hockey 2-0 pour l'autre équipe et dire « tout bad, la tendance est irréversible ». Dans les faits, si on n'essaie pas de faire de but, on n'en fera pas. Si on ne prend pas de mesures pour franciser les gens, ils ne se franciseront pas. Si on leur donne un message ambigu comme quoi ils ont le choix, il y a des chances qu'ils choisissent l'anglais, parce qu'encore une fois, dans les messages qu'ils ont reçus avant même d'arriver au Québec, ils s'en venaient qui en Amérique du Nord, qui au Canada, pour découvrir, en débarquant de l'avion, en regardant les journaux, que c'est pas clair du tout quelle est la langue à laquelle ils doivent s'intégrer ici. Et à défaut d'études quantitatives claires, le Journal de Montréal en faisait état hier, il est très facile de vivre dans certains quartiers de Montréal en ne parlant pas français. C'est même pas utile dans de grands quartiers de Montréal de ne pas parler français, de parler français. And already to end with my questions, because Chantal Hébert said something I thought was very interesting. She said, if these studies were done in Toronto or Vancouver, the number will look even worse for the future of English, because most immigrants in those cities still speak their mother language at home. So, if we can convince immigrants to speak English at home in the United States or Canada, how do you do that here in Quebec? Does multiculturalism translate into multiculturalism? It is the patent proof that multiculturalism does not work. It creates communities which hardly communicate between themselves, because in order to do that, you need a common language. Let us avoid this danger, because our own language is at stake here. Merci beaucoup.